Bien. Alors, donc, je vous rappelle que nous avons eu l'occasion d'aborder donc les architectures microservices. Et donc, nous avons vu globalement les éléments de base, on va dire les concepts fondamentaux des architectures microservices. Comment implémenter une architecture microservice. Nous avons également vu comment faire la communication entre les microservices de manière synchrone avec OpenFINE. Et donc, nous avons vu comment en fait créer les services techniques comme le service Gateway, le service de configuration et le Discovery Service. Alors aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à, en fait, à ce qu'on appelle aux architectures pilotées par les événements. Vous avez sans doute relevé un certain nombre de remarques, notamment concernant la communication entre les microservices. Alors, quand on fait une communication synchrone, en fait, le problème, c'est que la communication synchrone, c'est une communication bloquante. C'est une communication bloquante, ça veut dire que quand un microservice fait appel à un autre microservice, il attend la réponse. Et généralement, si la réponse ne parvient pas, si la réponse prend beaucoup de temps c'est-à-dire si le microservice prend beaucoup de temps à répondre, donc ça va pénaliser donc cette communication. Et en plus, il y a parfois des échecs. Donc il faut également penser à faire ce qu'on appelle gérer la tolérance aux pannes, parce que la communication entre les microservices, souvent, il est suivi par des échecs. Alors c'est la raison pour laquelle parfois, en fait, on a besoin, ou bien parfois même on est obligé, au lieu de faire une communication synchrone entre les microservices, donc nous aurons besoin de passer via une communication asynchrone. Et c'est là on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle un broker. Alors parmi les brokers les plus populaires qui sont utilisés par les entreprises, alors forcément il y a Kafka. Alors ça c'est un broker qui est très, très présent dans les architectures des applications. Également il y a RabbitMQ, ActiveMQ et plein de solutions qui sont utilisées dans les systèmes distribués de manière générale. Et donc pour faire communiquer les applications de manière distribuée via un broker, ben, nous aurons besoin donc de voir quelques concepts de base qui sont les différentes techniques. Et après, on va faire quelques TP sur la partie Kafka. Donc, voir comment utiliser Kafka comme système de messagerie pour les applications distribuées. Et par la suite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut implémenter une architecture pilotée par les événements, c'est-à-dire une architecture complètement pilotée par les événements, Event-Driven Architecture. Et pour y aller, donc, je rappelle juste que l'idée principale d'un modèle de communication asynchrone, c'est que vous avez des applications, une application qui va envoyer un message vers une autre application. Alors, l'application qui envoie le message, c'est ce qu'on appelle le producer. C'est celle qui va produire le message, qui va l'envoyer vers les autres applications. Et l'application qui va recevoir ce message, c'est ce qu'on appelle un consumer. Alors, comment ça se passe? Donc, pour que ce producer, qui peut être un microservice, puisse communiquer avec un consumer qui est un autre microservice, eh bien, le principe, c'est de passer via un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est ce qu'on appelle un broker. Alors, donc, le broker, son rôle, c'est quoi? C'est que quand on envoie un message vers le broker, ben, le broker, il va prendre le message, il va le placer dans une file d'attente. Alors, ces files d'attente, c'est ce qu'on appelle les queues ou bien les topics. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler, c'est-à-dire des queues et des topics. C'est quoi la différence entre ces deux protocoles? Mais vous pouvez dire que les topics, c'est une sorte de boîte à lettres dans lequel le broker va stocker des messages. Alors, si le consommateur est connecté, eh bien, le broker va envoyer le message vers le consumer. Donc, c'est-à-dire, c'est le broker qui va délivrer le message vers le consumer. Alors, s'il n'y a aucun consumer,
ben, les messages, ils vont rester dans la file d'attente, ils vont rester dans l'autopic jusqu'à ce que le consumer les demande. Et donc, la communication ici se fait de manière asynchrone. Ça veut dire que même si le consumer n'est pas démarré, ben, le producer, il peut envoyer ses messages. Donc, je peux envoyer les messages. À chaque fois que j'envoie un message, j'attends pas le retour. J'envoie le message, je fais autre chose. Dès que le consumer va recevoir le message, il va le traiter, il va répondre avec un autre message. Et bien, à un moment donné, je vais recevoir ce message-là et je vais le traiter de manière asynchrone. Donc, c'est comme si vous communiquez via des SMS ou bien via WhatsApp. C'est ce que vous faites souvent. Quand vous envoyez un message WhatsApp à quelqu'un, votre message, vous l'envoyez vers le broker. Alors, si le destinataire est connecté, c'est le broker qui va lui délivrer le message. Alors, si le destinataire n'est pas connecté, eh bien, le message va rester dans une boîte à lettres qui est créée pour le consommateur jusqu'à ce que le consommateur se connecte. Dès qu'il se connecte, eh bien, le broker va lui envoyer les messages. Donc, ça veut dire qu'ici, on est dans un modèle de communication purement asynchrone. Alors, ça, c'est le principe de base. Alors maintenant, pour utiliser un broker, il existe plusieurs protocoles, plusieurs solutions qui sont utilisées. Alors, particulièrement dans l'architecture J2E, depuis la première version de l'architecture J2E, il y avait une API qui s'appelle GMS. Alors, GMS, c'est Java Message Service. Alors, GMS, c'est une API qui fait partie de Java et qui permet de faire la communication asynchrone entre des applications distribuées en échangeant des messages. Donc, autrement dit, donc avec GMS, la même chose, vous avez un broker GMS, comme par exemple ActiveMQ, c'est un exemple, ActiveMQ. Ça, c'est un broker, c'est un serveur qu'on va installer quelque part dans un serveur. Et puis, vous avez des applications, des producers qui vont envoyer des messages vers le broker GMS. Et de l'autre côté, vous avez des consumers qui vont consommer ces messages. C'est-à-dire, bon, les messages, généralement, quand ils arrivent vers le broker, ben, ils vont être stockés dans, comme je disais, des files d'attente. Et ces files d'attente-là, il existe deux types, dans GMS, il existe deux types de files d'attente. Il y a ce qu'on appelle les queues et les topics. Queue et topic. Après, on va voir par exemple avec Kafka, on parle que de topic, mais les deux protocoles sont présents dans quasiment tous les brokers. Alors, en principe, ça c'est quelque chose qui est très ancien. À l'époque, il n'y avait pas RabbitMQ, il n'y avait pas Kafka. On utilisait des brokers GMS, c'est-à-dire que les entreprises, les anciennes architectures, généralement, ils utilisent GMS pour échanger les messages entre les applications distribuées. L'API GMS, il est basé sur cette API. Généralement, on commence par créer ce qu'on appelle une connection factory. À partir de la connection factory, on va créer une connexion. Bon, généralement, la connexion va nous permettre d'établir une connexion avec le broker. Et puis, par la suite, à partir de la connexion, on crée ce qu'on appelle un objet session. Et à partir de l'objet session, j'ai besoin de deux objets. Le premier, c'est message producer. Et le deuxième, c'est message consumer. Avec message producer, je peux envoyer des messages vers une destination. Et vous voyez donc la destination, c'est tout simplement, ça va être un topic, c'est-à-dire une file d'attente, topic ou bien queue, qui est stocké quelque part dans un broker. Et à partir de message consumer, je peux consommer des messages. Donc, avec message producer, j'envoie les messages et avec message consumer, je peux recevoir des messages. Alors, l'API GMS, c'est une API qui, comme je disais, qui était très présente, mais à un moment donné, il y a d'autres brokers qui ont été créés
et qui sont relativement plus performants plutôt au broker GMS classique. Et parmi les brokers qui ont été créés, il y a un broker qui est très connu, qui s'appelle RabbitMQ. Alors, RabbitMQ, donc, c'est un broker qui a été initialement développé pour des besoins internes chez une banque américaine qui s'appelait JP Morgan. Donc, au début, ils l'ont développé principalement pour des besoins internes. Mais après, ce broker est devenu open source. Et comme il a été construit principalement en utilisant des protocoles qui ont été développés pour échanger des messages asynchrones entre les applications. Alors, les protocoles qui sont développés, il y a un protocole qui s'appelle AMQP, MQTT, Stomp. Alors, c'est des protocoles qui ont été développés spécifiquement, c'est pour échanger des messages entre les applications de manière asynchrone. Et comme c'est des protocoles qui ont été développés pour échanger des messages asynchrones entre les applications, c'est des protocoles qui sont très performants, alors que dans l'API GMS, on utilisait le protocole générique qui est TCP. Bon, tout ça, il est basé sur TCP. C'est-à-dire dans le GMS, il n'a pas développé un protocole spécifiquement pour échanger des messages asynchrones entre les applications. Donc il utilise le protocole générique TCP avec des connexions classiques qui permet d'échanger des messages. Et donc en fait, RabbitMQ, il va utiliser des protocoles spécifiquement faits pour échanger des messages entre les applications distribuées. Ce qui a abouti à la création d'un broker qui est beaucoup plus performant. Alors, je rappelle juste que MQTT, donc c'est un protocole qui est très connu, qui est utilisé dans les applications IoT. Alors, généralement, tous ceux qui font de l'Internet of Things, c'est-à-dire toutes les applications basées sur c'est-à-dire les capteurs et qui échangent des messages, généralement, ils utilisent des brokers MQTT. C'est le protocole utilisé, c'est MQTT. MQTT, c'est un protocole qui permet d'échanger des messages asynchrones entre les applications, toujours comme les autres. Sauf que c'est un protocole qui est dédié, qui est adapté pour les applications de type Internet of Things. C'est l'Internet des objets. Donc, si vous voulez, ça, c'est fait pour... c'est assez connu, IoT. Et Stomp, lui, c'est un protocole qui permet d'échanger du texte. Stomp, c'est utilisé notamment pour les applications comme les applications de chat. Donc, si vous voulez créer, par exemple, une application de chat web, alors il y a une librairie JavaScript qui s'appelle StompJS, qui est très connue, qui est souvent utilisée pour communiquer directement avec un broker. Donc, ça, c'est Stomp, c'est un protocole plutôt qui permet d'échanger du texte. Et puis, il y a AMQP, c'est un protocole qui permet souvent d'échanger des données binaires, des messages qui sont dédiés pour des applications diverses. Donc, les protocoles, c'est des protocoles qui ont été développés spécifiquement pour échanger des messages asynchrones entre les applications. Et donc, RabbitMQ, c'est un broker qui est basé sur ces protocoles. Et donc, comme c'est des protocoles qui sont très performants, donc RabbitMQ est devenu l'un des brokers les plus performants qui sont plus intéressants, plus performants que les brokers GMS classiques. Et donc c'est pour cela qu'à un stade donné, les entreprises utilisaient beaucoup RabbitMQ. Quand vous avez la quantité de messages à échanger entre les applications devient très importante. Donc RabbitMQ, il est très utilisé. Donc c'est comme ça que ça se passait jusqu'à il y a quelques années. Avec le développement de l'écosystème Big Data, il y a un autre broker qui a été créé et qui est aujourd'hui le plus encore utilisé, c'est Kafka. Alors tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous expliquer qu'est-ce que Kafka a en particulier par rapport à RabbitMQ et au broker GMS.
Et vous allez comprendre en quelque sorte pourquoi Kafka aujourd'hui il est devenu le broker le plus utilisé dans les architectures des entreprises. Donc c'est-à-dire si aujourd'hui vous avez à choisir un broker, donc l'état de l'art, donc il va vous orienter vers l'utilisation de Kafka parce que Kafka il va être très utile aussi bien pour les applications qui échangent une grande quantité de messages. Ça peut être pour les applications IoT, que les applications, différents types d'applications. Donc Kafka, c'est un broker qui va être beaucoup utilisé. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous rappeler en quelque sorte un peu l'état de l'art. Donc vous voyez, donc, dans les années 2000, c'était plutôt tout le monde utilisait GMS. Donc après les années 2010, tout le monde utilisait à peu près les protocoles AMQP, MQTT, etc. Donc c'est RabbitMQ et il devient le plus courant. Et donc après, depuis on va dire 2017, 2016, je ne me rappelle pas exactement. Donc vous avez le broker Kafka va profiter de l'évolution qui s'est faite dans le domaine du big data. Et donc Kafka offre une solution qui est beaucoup plus performante par rapport à ce qui existe actuellement. Alors, d'abord, on va essayer de voir sur la partie GMS. Alors GMS, donc c'est un protocole qui définit deux types on va dire de files d'attente. Un broker GMS, il offre le protocole queue et topic. Alors, c'est quoi la différence entre queue et topic? C'est que, en fait, le protocole queue, c'est un protocole qui permet de faire une communication de type one-to-one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec avec une file d'attente de type queue, quand un producer envoie des messages vers un queue, si vous avez plusieurs consommateurs qui font un subscribe vers le même queue, la question, qu'est-ce qui va recevoir les messages? Est-ce que tous les consommateurs C1 et C2 vont recevoir les mêmes messages ou non? Eh bien, avec queue, il y a un seul consommateur qui va recevoir le message. C'est-à-dire que, par exemple, le message numéro 1 qui arrive, il va être envoyé vers C1. Le message numéro 2 qui arrive va être envoyé vers C2. Le message numéro 3 qui arrive va être encore envoyé vers C1. Et le message numéro 4 qui va arriver va être envoyé vers C2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un message qui arrive, supposons vous êtes des consommateurs et vous faites un subscribe vers le même topic. Quand je reçois des messages, comment je les distribue? Le premier message, c'est toi qui va le traiter. Le deuxième message, c'est toi. Le troisième, c'est à tour de rôle. Donc, avec un système d'équilibrage de charge qui permet de distribuer les tâches pour les consommateurs. Donc, quand on utilise le protocole queue, il y a un seul consommateur qui va recevoir le message. Alors, c'est très pratique pour les applications dont on a besoin de distribuer des tâches. Par exemple, je voudrais vous distribuer des tâches de manière équilibrée. À travers un queue, j'ai la solution. C'est-à-dire, à chaque fois que j'envoie un message une tâche vers un queue, je suis sûr qu'il y a un seul qui va recevoir cette tâche. Par exemple, la première tâche, c'est toi qui vas la traiter. La deuxième tâche, c'est toi. La troisième, c'est à tour de rôle. Et plus j'ai des consumers, plus je fais plus vite. Donc, c'est ça, le protocole queue, il a été créé pour ça. C'est pour que le message soit consommé une seule fois. Alors que Topic, donc, c'est un protocole qui permet de créer des files d'attente avec une communication plutôt de one-to-many. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Topic, quand on envoie un message vers un topic, tous les consommateurs vont recevoir le même message. Par exemple, ici, j'envoie 4 messages, C1 va recevoir 4 messages et C2 va recevoir les mêmes messages.
Donc, si on veut diffuser une information pour plusieurs consommateurs, donc on a besoin d'utiliser plutôt le protocole topic. C'est clair? C'est quoi la différence entre queue et topic? C'est ça. Le principe, il est très important dans les brokers, parce que tous les brokers, même Kafka, on va voir comment il le fait, RabbitMQ, quand il reçoit un message, il a besoin de savoir ce message, comment il va le distribuer. Est-ce qu'il va le distribuer pour tous les consommateurs, ou bien il va le distribuer par un seul consommateur? Et donc, les protocoles queue et topic, c'est des protocoles qui sont là pour permettre de faire cette différence. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez travailler avec GMS dans une application basée sur Spring Framework, alors la question maintenant, comment dans une application basée sur Spring, je peux envoyer un message vers un broker GMS et comment consommer un message? Eh bien, si vous voulez créer un consumer avec Spring, c'est très simple. Ben, vous aurez juste besoin, dans un service ou bien dans un component, de créer une méthode. Par exemple, ici, je crée une méthode receive qui utilise la notation GMS Listener. Donc, vous voyez donc GMS Listener, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de créer un consumer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un subscribe vers une destination. Et comment s'appelle la destination? C'est simple.queue. Donc, automatiquement, c'est Spring qui va faire le travail. Il va faire un subscribe vers le broker, vers ce queue. À chaque fois qu'il y a un message qui arrive vers ce queue, ben, cette méthode va s'exécuter. Donc, vous voyez, donc cette méthode-là, elle est déclenchée quand est-ce que? À chaque fois qu'il y a un message qui tombe dans la boîte à lettres, cette méthode va s'exécuter. Non? Exactement. Donc, c'est à nous de choisir est-ce qu'on va utiliser queue ou topic. Ça dépend des applications qu'on veut. Voilà. Donc, ici, donc, la méthode receive s'exécute. Il reçoit le message. Et après, ici, on va traiter le message. Alors, ici, le code, peu importe. On va voir, vous pouvez recevoir des messages de type texte ou bien de type un tableau de bytes. Ça dépend des cas. Mais par exemple, dans notre cas ici, dans cet exemple-là, je reçois un message qui est un tableau de bytes. Je le convertis en string. Et je suppose que c'est un message au format JSON. Et comme c'est un message au format JSON, donc je vais utiliser Object Mapper pour lire les données JSON et les stocker dans un objet de la classe étudiant. Donc je récupère un objet de type étudiant et je fais étudiant repository.save, je l'envoie vers la base de données. Vous voyez donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de recevoir un objet étudiant qui est envoyé dans un message GMS. Parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise HTTP, c'est-à-dire on utilise un REST controller qui reçoit la requête et qui fait ce travail. Mais cette fois-ci, quand est-ce que cette méthode va s'exécuter? À la réception d'un message GMS. Donc, oui, donc ça, c'est un consumer. OK? Alors, maintenant, vous voyez donc avec Spring, bon, c'est pas compliqué. Vous avez des annotations qui permettent de faciliter plutôt ce travail. Comment créer un consumer? Alors, si vous voulez faire un producer, vous voulez envoyer un message vers un queue ou bien un topic, ben, c'est très simple. Il suffit d'utiliser une interface qui s'appelle GMS Template. Alors, GMS Template, c'est une interface, donc vous faites AutoWired. Et puis, dans votre application, il suffit d'utiliser GMS Template.convert and send. Je vais envoyer un message, OK, vers un queue ou bien un topic. Bah après, c'est à vous de dire que ce message queue, est-ce qu'il est de type topic ou bien de type queue. Donc, la même chose. Donc, si vous voulez envoyer un message, donc ça, c'est un producer. Et celui-là, c'est un consumer. OK? Alors, ça, c'est du GMS. Après, vous allez voir qu'on va trouver avec Spring, on va trouver la même chose. Quand vous avez Kafka, on va utiliser Kafka Listener. Et quand on veut envoyer un message vers un broker Kafka, on va utiliser Kafka Template. Si vous travaillez avec RabbitMQ, vous trouverez à peu près les mêmes annotations. C'est-à-dire Spring, il fournit des annotations pour chaque type de broker, ce qui permet de faciliter le travail. Mais pour le moment, on est en train de travailler avec GMS.
Alors GMS, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, on ne va pas y rester trop parce qu'aujourd'hui, c'est le moins utilisé. Dans la pratique, dans la majorité des cas, on va plutôt utiliser Kafka. Donc c'est pour cela que on va consacrer plus de temps à l'utilisation de Kafka parce que c'est lui qui va nous intéresser beaucoup dans nos applications. Voilà, alors justement, c'est ce qu'on va essayer donc de voir. Alors, Kafka, donc, comme je disais, donc, GMS, c'est à peu près on va dire le passé. Mais quand je dis le passé, il est fait toujours partie du présent. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, parfois, vous n'avez pas toujours des architectures, c'est-à-dire qui sont créées, des architectures qui sont nouvelles. Parfois, vous utilisez une architecture qui a été déjà choisie il y a une dizaine d'années. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de banques et qui travaillent avec GMS, qui communiquent avec GMS, parce que ça, c'est une solution qui fait partie des systèmes depuis très longtemps. Donc, c'est pas parce que c'est la moins utilisée aujourd'hui qu'il n'est pas présent dans les architectures d'entreprise. Donc, il faut faire attention parce que souvent, quand on veut mettre en place une nouvelle architecture, alors sans doute vous allez choisir Kafka ou RabbitMQ parce que c'est beaucoup plus intéressant. Mais parfois vous risquez de tomber dans un projet où on utilise GMS. Donc pour vous, vous aurez besoin quand même de le connaître. Alors, donc comme je disais, donc GMS c'est plutôt donc l'ancienne solution qui était la plus populaire, qui était utilisée pour faire communiquer les systèmes distribués de manière asynchrone. Mais après, les choses ont changé parce qu'il y a des brokers qui ont été créés parmi lesquels il y a Kafka. Alors, pour vous expliquer, c'est quoi, si vous voulez, la différence entre le broker Kafka et le broker, notamment les autres brokers comme GMS et RabbitMQ. Alors, la différence, c'est que alors, quand vous prenez, vous savez, si vous vous rappelez, on avait fait un design pattern qui s'appelle Observer, n'est-ce pas? Et quand j'avais fait ce pattern Observer, j'avais parlé de quelque chose de très important. C'est que quand l'observable veut envoyer un message vers l'observer, il utilise deux techniques. Il y a la technique des push et la technique des pop, si vous vous rappelez. Je la rappelle quand même, parce que c'est très important. Alors, si vous utilisez GMS, voilà ce qui se passe. Vous avez le broker. Vous avez un producer, par exemple, qui envoie des messages. Et vous avez ici consumer. Alors, le broker GMS, il utilise ce qu'on appelle la technique du push. Push, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un producteur envoie un message vers le broker, qu'est-ce qu'il fait le broker GMS? Le broker GMS, il va regarder ce qu'il y a un consommateur. S'il y a un consommateur, il lui envoie tout de suite il pousse le message vers le consommateur. Une fois qu'il le pousse vers le consommateur, il le supprime du broker. Le broker. Parce que le rôle du broker, c'est délivrer le message. Pas la poste. Son rôle, on lui donne un courrier et après il va le délivrer. Donc, il y a la technique du push, c'est-à-dire c'est le broker qui pousse le message vers le consommateur. Mais c'est quoi le problème? Regardez. Le problème, c'est si par exemple le producteur c'est un capteur, c'est une caméra qui détecte des objets qui passent par exemple, dans une autoroute, il détecte à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe, on veut envoyer un message vers le broker pour faire du data analytics, etc. Supposons que le producteur va envoyer 1000 messages par seconde. 1000 messages par seconde. Vous voyez, 1000 messages par seconde. Le consumer va recevoir combien de messages par seconde? 1000. C'est-à-dire, la technique du push, c'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que le consommateur n'a pas un moyen pour régler la vitesse de réception des messages. S'il y a 1000 messages par seconde, ben le consumer va recevoir 1000 messages par seconde. Ça veut dire que si le consumer n'a pas assez de ressources, s'il n'a pas assez de performance et de ressources
pour traiter ces messages, il va finir par être débordé. Et donc, c'est ça le problème du protocole basé sur GMS. Ouais, la technique du push, ça marche pour un type d'application, mais il y a d'autres types d'applications qui ne vont pas marcher. Alors, je vous explique juste le principe. Alors, le broker avec GMS, c'est comme si vous dites le broker, c'est un château d'eau. Ok? Le producteur, par exemple, le producteur, il va produire de l'eau. De l'eau qui va arriver vers le château. Et vous avez un consumer ici, qui est branché au château. Et bien, avec GMS, le consumer n'a pas de robinet. C'est-à-dire, le consumer n'a pas un robinet avec lequel il peut régler la quantité d'eau qu'il peut recevoir. Alors, s'il y a une grande quantité d'eau qui arrive, ben, le consumer, il va recevoir une grande quantité d'eau. Imaginez, chez vous, à la maison, il n'y a pas de robinet. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être débordé, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le problème? C'est-à-dire, si le broker, il pousse de l'eau vers vous, et vous n'avez aucun moyen pour régler le débit de réception de messages. Et bien, ça, c'est l'un des inconvénients de l'API GMS, parce qu'il se base principalement sur la technique du push. Ou le broker GMS, il est un peu paresseux. Pourquoi? Parce que pour lui, dès qu'il y a un consommateur, il se débarrasse des messages. Donc, si vous regardez le broker GMS, vous allez trouver toujours, il est presque libre. À moins s'il n'y a pas de consommateur, ben, il va les garder. Il va garder. Mais dès qu'il y a un consommateur, il va lui envoyer les messages, il les supprime du broker. Donc, ça, c'est la particularité. Alors que Kafka, lui, il n'utilise pas la technique du push. Il utilise ce qu'on appelle la technique des pull. Ou bien pop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec avec Kafka, on est plus dans cette logique-là. C'est que vous avez le producer qui va produire des messages. Et vous avez le consumer. Eh bien, le consumer, il a un robinet, tout simplement. Oui, donc ce robinet-là, c'est lui qui va résoudre beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, ce consumer, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va ouvrir le robinet, quand est-ce qu'il va le fermer, et avec quel débit. Donc, autrement dit, c'est le consumer qui va demander, qui va pouler, qui va tirer les messages du broker. C'est lui qui choisit quand est-ce qu'il veut tirer les messages. Alors que dans le GMS, le consumer, lui, il subit. Il subit le broker. C'est le broker qui impose le débit. C'est clair? C'est un groupe WhatsApp. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe WhatsApp, quand il y a beaucoup de messages qui arrivent, vous serez débordé. C'est à peu près ça. Donc, dans le groupe WhatsApp, vous ne choisissez pas quand est-ce que vous voulez recevoir les messages, n'est-ce pas? C'est parce que vous êtes dans la technique du push. Le broker, lui, dès qu'il y a des messages, il les envoie vers le groupe. C'est clair? Clair? Alors, maintenant, avec Kafka, donc, comme je disais, donc, quand il y a des messages qui arrivent, par exemple, avec Kafka, je peux envoyer 1000 messages par seconde. C'est ça ce qui est intéressant, regardez bien. J'ai 1000 messages par seconde qui arrivent. Eh bien, ces messages-là, ils vont arriver vers un topic. Ils seront stockés dans un topic. Si vous avez plusieurs consommateurs, C1 et C2, eh bien, j'ai 1000 messages qui arrivent par seconde. Bon, C1, lui, il peut choisir de traiter 2 messages par seconde. Et C2, il va choisir de traiter 50 messages par seconde. C'est-à-dire, c'est le consommateur qui décide en fonction de ses ressources. Si j'ai assez de ressources, c'est-à-dire si j'ai assez de ressources, donc je peux demander plus de messages. Mais supposons que je n'ai pas assez de mémoire, je n'ai pas assez de ressources de calcul, ben je vais demander moins de messages. Et donc ça c'est la technique des pooling qui va être utilisée. Autre chose, c'est que Kafka,
ne va pas supprimer les messages des brokers. C'est pas comme GMS. Le broker GMS, dès qu'il délivre le message, il va le supprimer. Mais Kafka, non. Il va stocker tous les messages dans le broker. Donc ça veut dire qu'avec Kafka, j'ai une application qui va consommer les messages. Mais si jamais on veut reconsommer les messages une deuxième fois, on peut le faire. Quand il y a une autre application qui arrive, qui veut encore relire les messages, il peut le faire. C'est-à-dire que les messages ne seront jamais supprimés. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'avec Kafka, on peut l'utiliser pour deux raisons. La première, c'est pour échanger les messages entre les applications distribuées, comme GMS. La deuxième, on peut utiliser Kafka pour jouer le rôle de ce qu'on appelle un event store. Event store. Alors en fait, event store, c'est tout simplement, c'est un endroit où on va stocker les événements qui se produisent au niveau des applications. Alors ici, donc, un topic Kafka, tous les messages qui arrivent, ils vont rester, il va les garder de manière tolérante au panne. Et donc, du coup, on peut utiliser Kafka pour faire des logs, pour utiliser une piste d'audit, pour faire plein d'applications. C'est-à-dire, on peut l'utiliser comme étant une base de données dans laquelle on peut mettre en fait tous les messages concernant les messages qui se produisent au niveau des applications. Est-ce que vous voyez la différence entre le modèle Kafka et le modèle GMS? C'est clair? Oui, c'est bien clair. Oui, il y a une question? Non, c'est bien clair, monsieur. Oui, c'est clair. C'est pour Kafka. On peut supprimer quelques messages. Vous pouvez, si vous voulez, mais Kafka n'est pas fait pour ça. Il a été fait pour justement pour apporter une solution. Si vous voulez, Kafka, c'est comme si vous dites la poste, parce que la poste, qu'est-ce qu'il fait? Quand il délivre le message, il ne va pas garder des copies, n'est-ce pas? Ben, Kafka, il va livrer le message, mais il va garder une copie chez lui. Mais si vous voulez supprimer, vous supprimez carrément le topic, il n'y a pas de problème. Hein. Mais généralement, dans la pratique, Kafka, il est fait, c'est pour créer ce qu'on appelle un event store. Et l'event store, vous allez voir, c'est très important dans les applications, parce que c'est dans l'event store qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est produit dans l'application, souvent. Oui. Pour la tolérance à panne, on peut juste dupliquer le même topic sur plusieurs. Alors justement, on va y arriver parce que Kafka, il va se charger de tout ça. Il va se charger de... Donc c'est un système qui est tolérant en panne, effectivement. Donc on peut dire que Kafka, c'est une plateforme de streaming qui a trois fonctionnalités principales. Donc vous voyez, donc Kafka, il peut jouer trois rôles. Le premier, c'est d'abord, il peut être utilisé comme étant un broker qui permet d'échanger des messages entre les applications distribuées. Par GMS, par RabbitMQ, un message qui va arriver vers une autre application, une communication asynchrone, premièrement. Deuxièmement, Kafka, il peut être utilisé, regardez, c'est pour stocker les messages de manière durable et tolérante aux pannes. C'est-à-dire que les topics Kafka, quand il stocke des messages, il ne va pas les supprimer. Donc on peut utiliser Kafka pour jouer le rôle de ce qu'on appelle un event store. Event store, donc pourquoi? Tout simplement parce que le flux d'enregistrement, tous les messages qui sont échangés via Kafka sont tolérants aux pannes, ils sont persistants, ils sont durables. Donc on peut utiliser Kafka pour jouer le rôle de event store. Et après, nous allons voir dans des architectures pilotées par les événements, nous aurons besoin d'un event store dans lequel on va archiver, ou bien, c'est pas archiver, plutôt c'est pour stocker tout ce qui se déroule, toute la communication qui se déroule au niveau de l'application. Alors, la troisième fonctionnalité de Kafka, c'est que Kafka offre une API qui s'appelle Kafka Streams, qui permet de faire ce qu'on appelle du real-time stream processing. C'est le traitement en temps réel. Alors, pour vous expliquer le real-time stream processing, je vais vous rappeler quelque chose que vous avez déjà fait dans un cours Big Data. Vous vous rappelez? Alors, vous savez, quand je parle
quand vous parlez big data, ça veut dire quoi? Quand vous parlez big data, vous parlez de deux choses. Achnou big data. Big data, c'est très simple. C'est comment stocker les données de manière distribuée et comment les traiter de manière distribuée. J'ai une grande quantité de données, je ne peux pas les stocker dans une seule machine, donc j'ai besoin d'un moyen qui permet de distribuer ces données sur plusieurs machines. Ça, c'est ce qu'on appelle le stockage distribué. Et puis, comment traiter ces données de manière distribuée? Les données sont distribuées. Si je veux faire du data analytics, comment je peux traiter de manière distribuée ces données? Et après, il y a des solutions. Alors, pour le stockage distribué, donc vous avez le système HDFS. C'est le système de fichiers distribués, Hadoop Distributed File System. Alors, en fait, HDFS, c'est l'une des solutions qui sont utilisées pour stocker les données de manière distribuée. Bon, je vous rappelle que HDFS, qu'est-ce qu'il fait? HDFS, vous lui donnez un fichier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le découper en des petits morceaux. Et après chaque morceau, il l'envoie vers une machine. Et quand vous lui dites je veux le fichier, il va se débrouiller pour chercher les morceaux, il va les coller, il va vous donner le fichier. Donc le HDFS, c'est quelque chose qui est utilisé quand on est dans une problématique big data. Généralement, on fait ça. HDFS, c'est une solution. Mais il y a également pour les données structurées. Bon, HDFS, on peut l'utiliser pour n'importe quel type de fichier. Ça peut être un fichier binaire, une vidéo, une image, un texte, peu importe. Des données structurées, non structurées. Mais quand on a des données structurées ou bien semi-structurées, généralement, il y a d'autres systèmes qui sont faits pour stocker les données. Alors, parmi les systèmes, il y a ce qu'on appelle les SGBD non SQL. Alors, non SQL, ça veut dire Not Only SQL. Alors, parmi ces systèmes, il y a MongoDB. Alors, je rappelle, en fait, MongoDB, c'est un système de gestion, c'est un SGBD non SQL orienté document. Alors, ça veut dire quoi orienté document? C'est avec MongoDB, quand vous lui dites je veux enregistrer une facture, il prend la facture au format JSON et après cette facture, il va l'envoyer en tant qu'un objet de JSON, un document de JSON vers un nœud, vers une machine. Si vous lui demandez je veux enregistrer un client, il prend le client, ça devient un objet de JSON, il l'envoie vers une autre machine. Je veux enregistrer un fournisseur, il l'envoie vers une autre machine. Qu'est-ce qu'il distribue? Il distribue des documents. Un document, ça peut être un produit, une facture, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux enregistrer la facture numéro 1 dans cette machine, la facture numéro 2 dans une autre machine. N'est-ce pas? Le client 1 dans cette machine et le client 2 dans l'autre machine. C'est-à-dire il distribue document par document. C'est pour cela qu'on l'appelle un SGBD orienté document. Et puis il y a Cassandra, qui est un SGBD non SQL orienté colonne. Alors, orienté colonne, vous savez que si je vous donne une big table, je vous donne une table big table. Big table, ça veut dire qu'il y a beaucoup de colonnes, il y a beaucoup de lignes. Je vous donne cette table. Et je vous demande de la stocker de manière distribuée. C'est normal les deux stratégies que vous allez utiliser. Alors, ça c'est... Vous n'avez pas besoin de faire un master ou là, une licence pour répondre à cette question. Comme la table, là, il y a beaucoup de colonnes, il y a beaucoup de lignes. Et je vous demande, la table il est tellement grande, je ne peux pas la mettre dans une seule feuille. Je ne peux pas la stocker dans une seule machine. Et je vous demande, la table, je voudrais la distribuer dans plusieurs feuilles, dans plusieurs machines. Il y a la stratégie que vous pouvez utiliser. Bon, on va diviser à des chunks. Par exemple, 100 lignes par 100 lignes. On peut considérer comme des cellules. Vas-y. Après, je vais dire la taille, هذاك لو طابلو كيف راه هذيك التقطيعه اللي بغيت انا. هذيك ديستريبيو ça veut dire قطع. هذاك المقص
غتهزي المقص باش تقطعي واش غتقطعي ligne par ligne ou la colonne par colonne. C'est ça. Il y a deux solutions. Soit qu'on distribue par ligne ou bien par colonne. Il y a deux stratégies. Il y a ce qu'on appelle la stratégie orientée colonne et la stratégie orientée ligne. Quelle est la différence? La stratégie orientée colonne, ça veut dire, par exemple, je vais prendre la colonne nom, tous les noms des clients, je vais les stocker dans une machine. Les prénoms dans une autre machine. Les adresses mail dans une autre machine. Qu'est-ce que la stratégie? C'est distribuer, c'est la stratégie orientée colonne. Je distribue par la première colonne, la deuxième, chaque colonne dans une machine. La deuxième stratégie, c'est quoi? C'est orientée ligne. Ça veut dire quoi ligne? Je vais prendre la première ligne dans cette machine, la deuxième ligne dans cette machine, la troisième ligne dans l'autre machine, la quatrième, je distribue par ligne. Vous savez, la question, c'est très important parce que quand vous dites à quelqu'un j'ai fait du big data, il va vous poser cette question. Il va vous dire je vous donne une grande quantité, une big table. Comment vous pouvez distribuer les stratégies que vous pouvez utiliser pour distribuer les données? Ne pensez pas trop. Il y a la stratégie orientée ligne et la stratégie orientée colonne. Donc, dans les bases de données distribuées, il y a deux stratégies. Alors maintenant, MongoDB, c'est un exemple. C'est orienté ligne. Parce qu'une ligne, c'est un document. MongoDB, lui, il va prendre le premier client dans cette machine, le deuxième client dans cette machine, le troisième client dans l'autre machine. Donc, MongoDB, il utilise quelle stratégie? Orienté ligne. Orienté document. Un document, c'est une ligne. Alors que Cassandra, c'est un SGBD orienté colonne. Si vous utilisez Cassandra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les noms des clients dans cette machine, les prénoms dans l'autre machine, les adresses mail dans l'autre machine, les dates de naissance dans l'autre machine. Donc vous voyez, donc c'est deux stratégies. Alors maintenant, en termes de performance, ça dépend des applications. Il y a des applications où j'ai plus intérêt à utiliser la stratégie orientée ligne. Il y a des applications dans lesquelles j'ai intérêt à utiliser la stratégie orientée colonne. Alors quand j'ai des tables qui contiennent beaucoup, des centaines, des milliers de colonnes, parfois il est plus pratique d'utiliser la stratégie orientée colonne. C'est plus rapide. Et parfois on a besoin d'utiliser la stratégie orientée ligne. Mais en tout cas, vous avez deux exemples. Il y a MongoDB et Cassandra. Stratégie orientée colonne, ligne, stratégie orientée ligne. Alors, il y a également Neo4j, c'est très important. C'est les bases de données orientées graphes. Alors, Neo4j, c'est un SGBD, non SQL, orienté graphe. Ça veut dire que si vous avez une application dans laquelle vous avez besoin de manipuler des données sous forme de graphe, vous avez plus intérêt à utiliser Neo4j. Par exemple, pour les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, vous avez les réseaux sociaux, c'est ça. Vous avez des utilisateurs qui a des amis, Hada il a des amis, Hada il a des amis, etc. Les amis de cet ami, etc. Comment fait Facebook ou LinkedIn pour retrouver les gens qui sont en relation comme ça? Donc si vous utilisez une base de données orientée graphe, c'est plus simple à traiter ce genre de problème. Et d'ailleurs, par exemple, LinkedIn, il est basé sur le Neo4j. Donc Neo4j, c'est une base de données qui est orientée graphe. Si vous voulez, par exemple, créer une application dans laquelle vous voulez gérer, par exemple, une carte, vous voulez aller d'un point vers un autre, quel est le chemin le plus rapide, le plus optimal, etc. C'est des graphes, n'est-ce pas? Donc, dès que vous avez une problématique dans laquelle vous avez les graphes, vous avez plus intérêt à utiliser une base de données orientée graphe. Parce que si vous utilisez une base de données orientée graphe, vous allez profiter de toute la théorie des graphes et ça permet de retrouver les chemins, etc. Alors que si vous utilisez une base de données relationnelle pour ce genre de problématique, ça prend beaucoup de temps pour trouver les relations entre les individus, entre les ressources, etc. Et puis il y a Elasticsearch. Elasticsearch, c'est un SGBD orienté texte. Donc si vous voulez créer un moteur de recherche, généralement on a plus intérêt à utiliser Elasticsearch. C'est très rapide parce que lui, il permet d'indexer le texte et ça permet de créer facilement un moteur de recherche. Redis, c'est un SGBD orienté key value. Key
value. C'est-à-dire, lui, Redis, il va stocker les données sous forme de la clé valeur. Clé valeur. Ok? C'est comme un objet de type HMAP ou la map. Key value. Donc lui, à chaque fois qu'il veut distribuer une information, il va la distribuer sous forme de clé valeur. Clé valeur, clé valeur. Et donc le Redis, c'est l'un de SGBD qui sont souvent très présents dans les architectures d'entreprise pour implémenter ce qu'on appelle un cache mémoire. Un cache mémoire distribué. Je n'ai pas de la notion de cache mémoire parce que vous savez, vos applications, ils vont toujours vers les bases de données pour chercher des données et de les fournir au client. Et si le client demande les mêmes données, on va encore vers la base de données pour encore lui donner, n'est-ce pas? Alors que si vous voulez être un peu plus rapide, quand vous récupérez des données de la base, on va les mettre dans un cache. Et comme ça, si la prochaine fois, quand il nous demande des données, on va regarder dans le cache. S'il se trouve dans le cache, je lui donne les données qui se trouvent dans le cache. C'est-à-dire que ça devient plus rapide. Et donc, Redis, c'est l'une des solutions les plus utilisées aujourd'hui pour jouer le rôle de ce qu'on appelle un cache mémoire distribué. Ça fait partie des outils du Big Data, c'est-à-dire parce que lui, il distribue, c'est comme un HMAP mais distribué. Ça veut dire qu'il y a une clé valeur dans cette machine, clé valeur dans une autre machine, parce que tout ça, c'est des clusters. Okay? Voilà, alors ça concerne le stockage. Donc, je vous rappelle, l'idée, c'est quoi? C'est dans le stockage distribué, vous avez plusieurs machines. M1, M2, M3. Et bien, ces machines vont être connectées entre elles via une architecture. Ils sont connectés entre elles de façon à ce que quand s'il vous plaît, vous désactivez votre microphone. Il se fout. Alors, ici, donc, quand je veux stocker, par exemple, une information, eh bien, cette information-là, elle est découpée, soit sous forme de lignes, de colonnes ou de données, etc. Et après, chaque petit morceau, on va l'envoyer vers une machine. Et après, bon, on n'a pas réglé tous les problèmes, ça c'est l'idée principale. Mais après, on va voir comment on fait la réplication, comment on fait c'est-à-dire... on fait le partitionnement, la réplication, tout ça, c'est des techniques qui sont utilisées. Après, il y a la partie traitement distribué. Alors, traitement distribué, c'est-à-dire ça, comment stocker les données de manière distribuée et comment traiter les données de manière distribuée. Alors, pour les traitements, vous avez deux stratégies, deux techniques. Il y a ce qu'on appelle le batch processing et stream processing. C'est quoi le batch processing? Regardez bien. Le batch processing, c'est le fait de traiter un ensemble de données qui ont été produites dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le batch processing, je peux par exemple pendant toute la journée enregistrer dans un fichier, dans une base de données, les transactions. J'enregistre toute la journée. Et vers minuit, le soir ou à 2 heures du matin, je vais traiter toutes les transactions bancaires qui ont été enregistrées pendant toute la journée. Quand vous traitez toutes les transactions bancaires qui ont été enregistrées dans toute la journée, ça c'est ce qu'on appelle le batch processing. Yani je traite des données, mais ces données que je traite, elles sont produites quand est-ce? Le passé. Yani hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier, ou l'année dernière. Quand vous traitez un ensemble de données qui ont été produites dans le passé, il bien ça que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le batch processing. C'est clair? Pourquoi on traite les données? C'est pour faire du data analytics, pour faire des statistiques. J'ai besoin de traiter les données pour avoir un tableau de bord qui permet de faciliter la prise de décision. Parce que c'est bien de stocker de manière distribuée, mais si je stocke de manière distribuée et à un moment donné j'ai besoin de faire un tableau de bord et je n'ai pas le moyen, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Si on distribue les données, il nous faut également des outils qui permettent de traiter ces données, analyser, traiter, faire du data analytics. Donc ça c'est quelque chose d'important.
Alors maintenant, si vous voulez faire du batch processing, vous avez des solutions. Alors, la plus populaire depuis très longtemps, il y a Spring Batch. Donc, Spring Batch, c'est un module de Spring qui est très utilisé et qui permet de faire des batchs. Ça veut dire quoi faire des batchs? C'est-à-dire, vous pouvez utiliser Spring Batch, vous créez un batch qui va être déclenché à 2 heures du matin ou de la minuit, qui va traiter toutes les données qui ont été produites pendant toute la journée. Et une fois qu'on va traiter, on va faire des statistiques, on va enregistrer les résultats dans une base de données. Comme ça, demain, quand on va se réveiller, on va voir les statistiques de ce qui s'est produit hier. Bon, avec Spring Batch, on peut travailler. Alors, sauf que Spring Batch, généralement, il n'est pas distribué. C'est-à-dire, Spring Batch, il est fait, c'est pour traiter des données qui se trouvent dans une machine. Mais si vous avez une problématique de big data, si les données sont distribuées dans plusieurs machines, Spring Batch, ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi? Parce que si vous voulez utiliser Spring Batch, il va falloir lancer plusieurs batchs dans plusieurs machines. Mais le problème, c'est que comment réunir tous les résultats si vous allez faire beaucoup d'efforts, alors ce n'est pas fait pour ça. Donc, généralement, les entreprises, souvent, ils vont commencer par travailler avec Spring Batch. Souvent, c'est la solution la plus utilisée. Mais dès que le temps du batch prend beaucoup de temps, eh bien, il faut chercher une autre solution. Alors, la solution, donc, dans Big Data, bon, il y a une ancienne solution qui s'appelle MapReduce. Alors, MapReduce, ça fait partie de l'écosystème Big Data, mais qui n'est plus utilisée parce que il y a une solution qui est beaucoup plus performante aujourd'hui, et la plus utilisée, c'est Spark. Donc, Spark, c'est un framework, c'est un outil qui permet de faire du batch processing pour le big data, pour une grande quantité de données. C'est-à-dire avec Spark, d'ailleurs vous voyez que Spark utilise, regardez, Spark utilise quoi? HDFS, ça veut dire quoi? HDFS, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de créer un cluster de machines. C'est-à-dire que tout le data analytics que vous faites avec Spark, vous faites du data analytics sur un ensemble de données qui sont distribuées. Pour vous, c'est comme si toutes les données se trouvent dans la même machine. C'est-à-dire vous n'aurez plus à penser où se trouvent les données. Mais Spark, lui, c'est lui qui va se débrouiller pour faire tout ce travail-là, bien sûr, du traitement distribué. Donc avec Spark, on fait du traitement distribué. Donc aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé pour le batch processing. Oui. Alors Spark, il utilise un cluster HDFS. Donc forcément, donc, il utilise toutes ces... C'est-à-dire Spark profite en fait, des technologies qui sont utilisées pour distribuer les données, déjà. Donc, ça, c'est le batch processing. Donc, alors, après, il y a le stream processing. Donc, c'est quoi la différence entre batch processing et stream processing? C'est que batch processing, c'est le fait de traiter un ensemble de données qui ont été produites dans le passé. Le vocabulaire. Traiter un ensemble de données qui ont été produites dans le passé. Ça veut dire, aujourd'hui, je traite des données qui ont été produites hier. Ou là, à minuit, je vais traiter, le dimanche, je vais traiter toutes les données qui ont été produites pendant toute la semaine. Ou bien, à la fin du mois, je vais traiter toutes les factures de tout le mois. Ou bien, à la fin d'année, je vais traiter toutes les données de toutes. Là, ça, c'est du batch. C'est-à-dire, je fouille dans des données qui ont été produites dans le passé. C'est le batch processing. Alors que stream processing, c'est quoi? C'est traiter les données en temps réel. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les données arrivent, je fais du data analytics en temps réel. Ça veut dire je fais des statistiques en temps réel. Ça, c'est le stream processing. Et donc, si vous voulez faire du stream processing, vous avez quoi? Kafka Stream. Donc, Kafka Stream, c'est pour faire des real-time stream processing. Je vais vous donner un exemple. Le slide, il est très important parce que ça résume quasiment tout ce que vous avez fait en Big Data. Donc, c'est un petit résumé de ce que vous avez fait dans le cours de Big Data. Et donc,
Kafka, plutôt le Kafka, pour vous donner un exemple, regardez bien. Supposons, je voudrais faire par exemple, je vais faire des statistiques ou bien du data analytics concernant le trafic de l'autoroute. On dit l'autoroute, le point de données. Vous avez des véhicules qui passent, des voitures, des camions, des motos, etc., etc. Bon, il y a un flux qui arrive. Moi, je voudrais faire des statistiques. Je voudrais savoir il y a combien de voitures qui passent en moyenne la journée, combien de camions, la vitesse moyenne, c'est-à-dire les différentes marques, etc. Vous voulez faire du data analytics. Donc, autrement dit, vous voulez créer un tableau de bord qui vous donne à peu près une analyse du trafic. Et je vais vous demander de le faire manuellement. Alors, vous allez faire ce travail-là. C'est un travail de recherche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans un point donné à 6 heures du matin. Ok? Vous allez être l'autoroute. Vous allez jouer le rôle d'une caméra. Vous allez jouer le rôle d'une caméra. Et vous allez commencer à observer un stream. Le stream, c'est le flux de voitures qui passe. Quand vous êtes là, qu'est-ce que vous voyez devant vous? Un flux d'informations. Eh bien, quand vous êtes là, vous allez prendre une feuille et vous allez enregistrer. À chaque fois, il y a une voiture qui passe, vous allez dire à la date telle, il y a une voiture qui passe avec une vitesse telle, la voiture, il est de quelle couleur, etc. Donc, vous enregistrez, vous notez, n'est-ce pas? Après, vous dites, il y a à l'instant tel, j'ai un camion avec telle vitesse, avec ça, et ça. Et j'enregistre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enregistrer les observations. J'enregistre. Mais est-ce que je fais le data analytics? Non. Je fais que stocker. Vous allez faire ce travail-là de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Vous voyez donc... vous jouez le rôle de la caméra, de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Et à minuit, vous voyez que le trafic, il n'y a plus de trafic. Vous allez chez vous à la maison, vous prenez les données, vous allez les mettre Excel, et après, vous allez faire les statistiques. Combien de voitures, combien de camions, etc. Vous faites un tableau de bord avec des graphiques, etc. Et bien ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est du batch processing ou bien c'est du stream processing? Voilà. C'est un bon exemple du batch. Je stocke pendant toute la journée. Ou la nuit, je vais faire du data analytics. Ou quand je fais le data analytics, je fais mes graphiques avec des KPI, etc. Les statistiques que j'ai ici, je vais les publier demain. Et quand je vois les statistiques, qu'est-ce que je vais dire? Donc, c'est des data, c'est les données analytiques. Donc ça, c'est du batch processing. Ok? Alors maintenant, si vous voulez faire ça en stream processing, c'est pas possible. Pour un être humain, c'est impossible. Ce que vous allez faire, on vous demande, nous, on veut faire ça en temps réel. Ça, il faut que je vois en temps réel. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez voir dans votre feuille, vous allez mettre le nombre de voitures, le nombre de camions, la vitesse moyenne des voitures, la vitesse moyenne des camions, etc. Et dès qu'il y a une voiture qui passe, je vais incrémenter le nombre de voitures. Il y a un camion qui passe, j'incrémente le nombre de camions. Mais quand j'incrémente, je dois calculer la moyenne des vitesses par rapport à ce qui passait. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'il y a un message qui passe, un message qui passe devant moi, je vais prendre toutes ces données et je vais refaire mes calculs, des statistiques. C'est-à-dire, chaque passage d'un individu, je refais mes statistiques. Et du coup, donc, si je fais ça, je vais dessiner des graphiques. Les graphiques, c'est des graphiques qui vont représenter une situation en temps réel. C'est-à-dire, quand je regarde les courbes, je vois ce qui se passe maintenant les autoroutes. Et c'est quoi ça? C'est du stream processing. Donc, vous voyez, donc, il y a parfois, on a besoin des applications dans lesquelles on a besoin de faire du real-time stream processing. Et parfois, on n'a pas besoin
Donc on fait généralement du batch processing. Donc si vous voulez faire du batch processing, bon, vous avez Spark. Vous voulez faire du stream processing, vous avez une solution qui est Kafka Streams. Monsieur, Oui. normalement Spark est fait pour le batch et le stream processing, non? Alors Spark, il est fait pour le batch processing. Il y en a ceux qui l'utilisent pour faire du stream processing, mais c'est ce qu'on appelle c'est des micro-batch. C'est pas du stream processing. C'est-à-dire c'est du stream processing. Il y en a ceux qui le considèrent comme du stream processing, mais quand vous faites du batch sur une durée de 5 minutes, c'est-à-dire avec un retard de 5 minutes, n'est-ce pas? Et ça, il y en a ceux qui estiment quand vous faites des batchs sur, par exemple, je fais des data analytics sur les données qui ont été produites il y a 5 minutes. Alors, il y en a ceux qui vont dire, bon, pour moi, c'est presque du stream processing, parce que 5 minutes, c'est un décalage de 5 minutes, c'est pas... Mais c'est pas du vrai stream processing, ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire que batch, plutôt Spark, ça a été construit dans le noyau pour faire du batch processing. Et si vous avez un cluster HDFS qui est très grand, qui est très performant, eh bien, vous pouvez aller vers ce qu'on appelle les micro-batchs. Et quand vous arrivez vers les micro-batchs, ben, vous pouvez dire que finalement, avec Spark, parfois, je peux faire c'est-à-dire un décalage de 5 minutes ou bien 10 minutes ou quelques secondes parfois. Mais quand vous parlez stream processing, ça veut dire que vous avez un retard qui ne dépasse pas généralement les secondes, c'est-à-dire en termes de ça, mais pas les minutes. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, je pose la question à celle qui a posé la question, parce que là, quand on pose une question, Oui, c'est clair. ben voilà. OK. Voilà, alors ça c'est, donc en résumé, bon, tout ça c'est pour vous dire, donc Kafka, donc vous avez 3 choses. Il permet de vous offrir un protocole qui permet d'échanger les messages entre les applications de manière asynchrone. Il permet également d'implémenter un event store, parce que tous les messages vont être enregistrés de manière durable et tolérante aux pannes. Et puis, il offre une API qui s'appelle Kafka Streams, qui permet de faire du real-time stream processing. Alors, donc, vous voyez, donc, Kafka, il offre un ensemble d'API. Parmi les API, donc, il y a Producer API. Donc, c'est une API qu'on peut utiliser pour envoyer des messages. C'est pour produire des messages vers un broker Kafka. Consumer API, c'est une API qui permet de consommer les messages. Il permet à une application de consommer des messages. Streams API, c'est Kafka Streams, c'est-à-dire c'est pour faire du real-time stream processing. Et puis Connector API permet de connecter Kafka avec tout l'écosystème du Big Data. C'est-à-dire on peut bien connecter Kafka à MongoDB et on peut demander à MongoDB de stocker tous les messages des topics. On peut utiliser Cassandra, on peut utiliser, c'est-à-dire avec Connector API, on peut le connecter, on peut profiter de tout ça. Tout ça. C'est-à-dire, Kafka, il peut utiliser MongoDB ou bien Cassandra, peut-être un autre SGBD pour peut-être stocker l'event store. Mais généralement, il n'a pas besoin parce qu'il a ses propres outils qui permettent donc d'implémenter ces solutions. Alors, toutes les API sont fournies avec tous les langages. De Java, C++, Node.js, Node.NET, PHP, Python, etc. C'est-à-dire, avec n'importe quel langage, vous pouvez envoyer des messages vers un broker Kafka et vous pouvez le consommer facilement. Et donc, pour les microservices, c'est très bien. Pourquoi? Parce que je peux avoir un microservice développé avec Java qui publie des messages et j'ai un autre microservice avec Python qui va consommer les messages. Donc, je peux faire communiquer des systèmes distribués hétérogènes de manière asynchrone et ça c'est intéressant. Alors, si vous voulez démarrer un Kafka, bon, la première des choses que vous allez faire c'est de démarrer Zookeeper. Alors, Zookeeper c'est quoi? Zookeeper permet de faire la coordination entre les différentes instances d'un cluster.
ça veut dire quoi? Vous savez, pour vous expliquer ça, regardez bien. Tu peux même la séquence à dire parce que c'est comme ça que vous allez comprendre vraiment l'écosystème Big Data, comment il marche. Regardez, j'ai un livre. J'ai un livre qui contient 200 000 pages. Ah, c'est une problématique Big Data. J'ai un livre qui contient 200 000 pages. Eh bien, le livre, si je le donne à une seule personne, eh bien, pour chercher une information sur le livre, ça va lui prendre beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas gérer, c'est très difficile de gérer ce livre de manière individuelle. Je ne peux pas gérer ce livre tout seul. Eh bien, pour ne pas le gérer de manière individuelle, je vais le gérer de manière distribuée. Alors maintenant, je vais distribuer. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, supposons nous sommes 20 personnes. Nous sommes 20 personnes. Nous sommes 20 personnes. Eh bien, pour distribuer le livre, la première chose qu'on doit faire, on va faire ce qu'on appelle le partitionnement. هذه مهمة. Partitionnement. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit la stratégie avec laquelle vous allez distribuer, soit orienté ligne ou bien orienté colonne. Et bien le partitionnement, si je vais partitionner ce livre-là, ça veut dire que je vais le partitionner en plusieurs parties. Je vais le découper. Partitionner, c'est découper. Je vais le découper en plusieurs parties. Supposons, je vais créer 200 partitions. 200 partitions. Alors, j'ai 200 partitions, nous sommes combien? 20. Chacun d'entre nous va gérer combien de partitions? La machine, une. 10. 200 divisé par 20, ça veut dire 10. هذا عنده 10 partitions, هذا عنده 10, 10, 10, 10, 10. Donc, vous voyez, donc je vais partitionner et je vais distribuer les partitions. Pourquoi on partitionne? Il y a la question. Pourquoi partitionner? C'est pour distribuer. Dès qu'on se met à partitionner, c'est pour distribuer. Si vous achetez une baguette, vous êtes 5 personnes, vous allez la partitionner, vous allez la découper. Mais pourquoi vous allez la partitionner? C'est pour distribuer. C'est la même chose. Donc, en partition, c'est pour distribuer. Alors, d'abord, vous avez partitionné. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous allez partitionner, chacun d'entre vous a 10 partitions. Mais si on travaille comme ça, il y a un problème. Lequel? Supposons que cette personne-là va tomber en panne. Ben, on va perdre 10 partitions. Et dans l'écosystème Big Data, on n'a pas le droit de perdre les informations. Il faut que le système soit tolérant aux pannes. Et comment notre système va être tolérant aux pannes? C'est-à-dire, s'il y a une machine qui tombe en panne, on ne va pas perdre les informations. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle la réplication. Un deuxième terme. Partitionnement. Le deuxième terme, c'est la réplication. Donc, il y a la réplication. La réplication, ça veut dire que, par exemple, j'ai ici des partitions de 1 jusqu'à 10. OK? Eh bien, mes 10 partitions, celui-là, il va stocker une copie. Une copie de 1 jusqu'à 10. C'est-à-dire, je gère les partitions de 1 jusqu'à 10, mais mes 10 partitions, toi, je vais garder chez toi une copie. Toi, tu gères les partitions de 11 jusqu'à 20, mais une copie de tes partitions, il va être gardée par l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque partition, on va créer combien de réplicas? 2 réplicas. 2 réplicas, ça veut dire 2 copies. Il y a une copie, c'est moi qui gère cette partition, mais si jamais je tombe en panne, eh bien regardez, il y a mes partitions, elles ne sont pas perdues, il y a un autre qui va les gérer. Généralement, 2 partitions parfois ne sont pas suffisantes, on va créer 3, plutôt réplicas.
On va répliquer à 3. Ça veut dire quoi? Si vous avez 3 réplicas. 3 réplicas. 3 réplicas, ça veut dire que vous allez avoir 3 copies. Donc, ici, donc, j'ai mes partitions, il y a une copie chez toi, une copie chez lui. Tes partitions, il y a une copie. On va essayer de... Donc, ça veut dire si jamais il y a un qui tombe en panne, il n'y a pas de problème. Il y a un deuxième qui tombe en panne, il n'y a pas de problème. On ne va jamais perdre cette information. Et bien, c'est comme ça qu'on crée ce qu'on appelle les systèmes tolérants aux pannes. Donc, un système Kafka, il est tolérant aux pannes parce qu'il fait ça. Donc, fault tolerance. Pourquoi on réplique? Pour le H1. Pour? High availability. Oui, mais high availability, effectivement, mais tout ça, c'est high, les deux, c'est des high availability. Ouais, on réplique pour résoudre le problème de tolérance aux pannes. Pour ne pas tomber en panne. Pour ne pas tomber en panne, pour résoudre le problème de tolérance, pour que le système soit tolérant aux pannes. Pourquoi on partitionne? Pour distribuer. Et pourquoi on réplique? Pour que le système soit tolérant aux pannes. Donc là, tous les systèmes que vous voyez ici, HDFS, MongoDB, Cassandra, Neo4j, tout ça, ils font la même chose. Partitionnement, chacun a une stratégie de partitionnement, chacun il a une stratégie de répliquer. Parce que c'est les deux algorithmes principaux de l'écosystème Big Data. Alors, maintenant, le problème c'est quoi? Regardez, on n'a pas encore réglé le problème. Pourquoi? Maintenant, nous sommes 20 personnes. Nous sommes 20 personnes. Supposons il y a une autre personne numéro 20 et 21 qui vont 21, 22. Il y a 2 personnes qui vont s'ajouter à nous. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai des partitions, je vais lui donner 2. Toi, tu vas lui donner 2. Chacun d'entre vous va réduire. Si vous gérez des partitions, vous allez encore gérer 8. Et comme ça, à 22, on va gérer, chacun il va gérer 8 partitions. N'est-ce pas? Et s'il y a encore d'autres personnes qui arrivent, on va encore distribuer. Vous voyez donc l'algorithme, c'est très compliqué. Dès qu'il y a 10 nœuds, vous démarrez une nouvelle machine, toutes les machines, ils vont répartir la charge sur le reste. C'est la scalabilité. Ah ouais, le deuxième terme, le troisième terme. Scalabilité. Alors quand vous dites le système il est scalable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je démarre de nouvelles machines, toute la charge va être répartie sur l'ensemble. Si j'arrête les machines, on va répartir sur les autres. Donc c'est-à-dire les machines qui sont démarrées, c'est elles qui vont supporter la charge. Donc voilà. Donc vous voyez donc jusque-là, il y a le partitionnement, la réplication et quoi? Scalabilité. Regardez, tout à l'heure, vous m'avez dit, supposons on était 20 personnes. On était 20 personnes. Supposons le partitionnement, on a découpé en 20 partitions au lieu de 200. Est-ce que notre système est scalable? Je repose la question. J'ai combien de partitions? J'ai 200 000. Le partitionnement, j'ai découpé en 20 partitions. 20 partitions. Ça veut dire que chaque nœud va prendre combien de partitions? 10 000. Une? Non, une seule. Une partition. Regardez, j'ai un livre qui fait 200 000, قسمته على 20, il y a les partitions, 20 morceaux. Et bien on est 20. Chacun d'entre nous va prendre combien de Une seule. مزيان tant qu'on est 20 on partage mais le problème c'est quoi? Supposons il y a une nouvelle personne qui arrive et il n'y a pas de virgule, ça y est, c'est trop tard, on a partitionné. Est-ce qu'on a quelque chose à lui donner?
Donc notre système n'est pas scalable. Vous voyez, donc la scalabilité dépend. C'est pour cela il vaudrait mieux créer beaucoup de partitions. Le partitionnement, si vous dites je peux avoir maximum 100 machines, donc vous avez vous avez intérêt à créer jusqu'à 100 partitions. Il ne faut pas dimensionner par. Si vous avez 2 machines, vous dites je vais commencer par 2 partitions, c'est mauvais. Donc, même si vous avez 2 machines, vous allez partitionner en 100. Et comme ça, la première machine, il a 25, plutôt 50, et une autre machine, il a 50. Mais mon système, il est scalable. Pourquoi il est scalable? Parce que si j'ajoute de nouvelles machines, on va répartir. Exactement. Alors, avec l'exemple de tout à l'heure, vous avez acheté une baguette, vous êtes 5 personnes. Vous avez acheté une baguette, et quand vous allez découper, vous découpez en 5 petits morceaux. Chacun, je vais lui donner un morceau. Et Allah, à peine j'ai donné chacun un morceau, il y a une personne qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? on a rien. Et vous voyez, notre système n'est pas scalable. On n'est pas dans la scalabilité. N'est-ce pas? Par exemple. Mais si je veux être un peu plus... C'est pas pour rien que votre maman, il le fait. Quand il découpe, il ne va pas découper en fonction des nombres de morceaux. Vous êtes 5, il va découper en 10, n'est-ce pas? Et si vous avez 10, j'ai plus de souplesse. À la rigueur, chacun va prendre 2 morceaux. Mais si jamais il y a quelqu'un qui rentre, on va lui donner des choses. On va répartir. Donc, vous voyez, donc, la manière de partitionner va conditionner la scalabilité. Mais monsieur, une bonne répartition. Eh oui, mais au moins, c'est scalable. C'est-à-dire, mais on n'est pas obligé d'avoir la même charge. On n'est pas obligé d'avoir la même... c'est-à-dire, je peux avoir des partitions complètes ou des partitions c'est-à-dire un qui a moins de charge. Il n'y a pas de problème. Parce que quand il y a un qui va s'ajouter, on va lui donner un petit morceau. Il y a un autre qui va s'ajouter. L'essentiel, c'est que on a un maximum. Notre système est scalable jusqu'à, par exemple, 100. Je vais dire que j'ai combien d'étudiants dans ma classe? J'ai 100 étudiants. Et quand je vais découper en 100. Mais pour le moment, il n'y en a que 6 sur les 7. Mais pas grave, je vais découper en 100 parce que je vous distribue. Mais si jamais il y a quelqu'un qui arrive, il va avoir sa part des tâches à faire. Donc, c'est un système qui est scalable. Eh bien, le problème, regardez, il nous faut quelqu'un qui va partitionner, ok, qui va découper, qui va répliquer. Si jamais il y a un nœud qui tombe en panne, il nous faut quelqu'un qui va dire, c'est toi qui vas prendre en charge les copies. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, je vais vous dire, tiens, comment on va lui distribuer Donc il nous faut un outil qui fait la coordination. Donc ça c'est le cluster, vous êtes un cluster, mais il vous faut ce qu'on appelle un coordinateur. Donc un outil qui va coordonner entre les différentes instances pour que toutes les instances du cluster fonctionnent comme étant une seule machine. Mais les instances qui sont à deux, la machine devient plus forte. Eh bien, ce coordinateur, c'est Zookeeper. Donc Zookeeper, c'est lui qui joue le rôle du coordinateur. C'est lui qui va coordonner entre les différentes instances du cluster pour que le système fonctionne comme ça avec les algorithmes. Partitionnement, réplication, scalabilité. C'est clair? Donc si vous voulez démarrer Kafka, vous aurez besoin d'abord de démarrer un outil de coordination qui s'appelle Zookeeper. Et après, vous démarrez le broker Kafka. Vous pouvez démarrer plusieurs instances dans plusieurs machines et après, ils vont former un seul cluster. Voilà, un dernier point, avant juste de vous montrer un peu les choses qu'on va faire. Rappelez-vous, avec GMS, on avait parlé de deux protocoles, Queue et Topic, n'est-ce pas? Queue, Topic. Alors, Kafka, on va parler que Topic. C'est-à-dire, dès que la notion de file d'attente, soit queue ou topic. Vous avez topic, mais dans topic, on va jouer les deux protocoles. On peut jouer le rôle queue et le protocole topic. Comment? C'est grâce à la notion de groupe. Alors, Kafka, les consommateurs, les consumers appartiennent à des groupes. Par exemple, ici, vous avez le consumer C1 et C2.
appartiennent au groupe A. Le consumer C3, C4, C5 et C6 appartiennent au groupe B. Et quand vous avez tous les consumers vont faire un subscribe vers le même topic, quand il y a un message qui arrive vers le topic, la question, qu'est-ce qui va le recevoir? Ou est-ce que tous les consommateurs vont recevoir le même message? Ou bien il n'y a que le groupe qui reçoit le message? Eh bien, quand il y a un message qui arrive, eh bien, les messages vont être distribués au groupe. C'est-à-dire que le message, quand il arrive, le même message, on va le donner au groupe A, et le même message, on va le donner au groupe B. Mais, à l'intérieur du groupe A, il y a un seul qui va recevoir le message. C'est-à-dire, c'est C1 qui va recevoir le message. Ici, c'est C3. Le prochain message qui arrive, il va être reçu par C2 et quoi? C4. Le prochain message qui arrive va être reçu par C1, C6. Ça veut dire quoi finalement? Vous êtes dans un groupe A, vous êtes dans un groupe B. Mais quand j'ai le message, quand on a le groupe A ou le groupe B. Mais à l'intérieur du groupe, il y a un qui va recevoir le message. Le prochain message, je le donne au groupe A, groupe B. Mais après encore, dans le groupe A, c'est le prochain qui va recevoir le message, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Quand les consumers sont dans le même groupe, c'est quel protocole? Queue. Quand vous avez plusieurs consumers dans le même groupe, ça veut dire que c'est le protocole queue. Ça veut dire qu'il y a un seul qui va recevoir le message. Mais quand vous avez des consumers dans différents groupes, c'est topic. C'est-à-dire tout le monde va recevoir, tous les groupes vont recevoir les messages. Donc si vous voulez, même si parce que ça c'est une question importante, mais dans Kafka, on n'utilise que la notion de topic. Mais le topic, le consumer peut gérer le topic soit de manière queue ou bien topic. Si je suis dans le même groupe, on est dans une application de type, le topic va jouer le rôle de quoi? De queue? Non, c'est ça, de queue. Si chacun d'entre nous est dans un groupe différent, on est dans le topic. Voilà. Alors maintenant, juste rapidement, donc si vous voulez travailler avec Kafka, vous allez télécharger. Donc il y a deux façons de travailler. Bon, avec Docker c'est plus simple parce qu'après on va travailler avec Docker. Mais dans la démo, vous allez voir, vous pouvez télécharger le fichier .zip Kafka. Une fois que vous le téléchargez, vous allez faire le décompresser. Et puis dans Kafka, vous allez trouver un dossier bin. Okay? Et dans le dossier bin, ça dépend. Si vous travaillez sur Windows, vous allez chercher un dossier qui s'appelle Windows / et vous allez trouver un fichier qui s'appelle Zookeeper Server Start. Au lieu de SH, c'est .bat. Donc pour macOS, Linux, c'est un script SH. Donc si vous voulez démarrer Zookeeper, vous utilisez Zookeeper Server Start. Vous démarrez Zookeeper. Donc vous voyez, donc Zookeeper va utiliser le port 2181 par défaut. Et puis vous allez démarrer le broker Kafka. Et pour démarrer le broker Kafka, on va utiliser Kafka Server Start. Et quand vous démarrez le broker Kafka, il va chercher Zookeeper. Vous voyez? Si Zookeeper n'est pas démarré, le broker Kafka ne va pas démarrer. Parce qu'en fait, on ne peut pas créer un cluster sans passer par Zookeeper. Mais il faut noter une chose. Dans les dernières versions de Kafka, on n'est plus obligé de travailler avec Zookeeper. On peut utiliser un autre qui joue le même rôle de Zookeeper. Mais si donc je reste sur Zookeeper, parce que Zookeeper c'est le plus ancien, c'est le plus utilisé dans pas mal d'outils, donc on va essayer d'utiliser. Donc vous voyez, donc Kafka, le broker Kafka utilise le port 90-92. Donc vous avez Zookeeper et vous avez le broker Kafka. Et puis si vous voulez créer par exemple un topic, il y a des commandes comme Kafka Topics. Si vous mettez create, vous créez un topic. Mais quand vous créez un topic, regardez. C'est quoi ça? Replication factor. C'est quoi? C'est le nombre de fois. C'est le nombre de réplicas. Ici, vous avez partition.
combien de partitions? Alors ici, vous pouvez mettre 100, c'est-à-dire vous demandez, je veux un topic qui va être partitionné en 100 partitions avec 3 réplicas. Donc la création du topic, il faut indiquer à Kafka comment vous voulez, c'est-à-dire le topic, comment vous voulez le partitionner. Alors ici, donc, je vais créer un topic qui s'appelle test. Et ensuite, si vous voulez tester, vous pouvez démarrer un producer et un consumer. Alors pour démarrer un producer, il y a un script qui s'appelle Kafka Console Consumer qui permet de lancer un consumer qui va faire un subscribe vers un topic qui s'appelle test. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un message qui arrive vers test, je vais le recevoir. Et vous avez un producer, c'est Kafka Console Producer, qui va envoyer des messages vers le topic test. Ici, donc, si vous écrivez A, entrée, et bien vous allez voir ici A. Vous tapez B, entrée, vous allez voir B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous envoyez un message vers le topic test et le consumer va le recevoir. Donc, vous allez juste tester est-ce que vous arrivez à envoyer un message et le recevoir. Oui? Oui? Non, si vous voulez juste tester, mais en principe, quand vous créez les topics, dans la pratique, on va faire plusieurs partitions et plusieurs réplicas. Alors, si vous voulez démarrer un cluster Kafka, eh bien, c'est plus simple d'utiliser Docker Compose. Alors, vous allez trouver, donc, il y a un exemple de fichier Docker Compose dans lequel on va démarrer une instance de Zookeeper. Voilà sa configuration. Zookeeper 2, voilà sa configuration. Zookeeper 3, Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3. Vous voyez donc avec Docker Compose, c'est très simple. Il suffit de créer un script dans lequel vous allez dire voilà mon cluster. Et si vous voulez démarrer maintenant le cluster, il suffit de taper la commande Docker Compose app. Alors si vous tapez Docker Compose app, qu'est-ce qui va se passer? Il va démarrer un cluster qui contient combien d'instances de Zookeeper? 1, 2, 3. Combien d'instances du broker? 1, 2, 3. Si vous voulez arrêter le cluster, vous utilisez Docker Compose down. Donc Docker Compose app, c'est démarrer le cluster. Et Docker Compose down, c'est pour l'arrêter. Mais si vous voulez que les conteneurs soient distribués sur plusieurs machines, vous aurez besoin d'un outil d'orchestration des conteneurs. Alors dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser un outil comme Kubernetes. C'est-à-dire c'est Kubernetes qui va exécuter à la commande, ce n'est pas vous. Et si c'est Kubernetes qui va exécuter Docker Compose app, il va créer un conteneur, il va l'envoyer vers cette machine. Ce conteneur-là, il va l'envoyer vers l'autre machine. C'est-à-dire c'est Kubernetes qui va distribuer les conteneurs sur plusieurs machines. Donc j'avais déjà parlé de ce phénomène. Donc on aura l'occasion de voir. C'est clair? Donc il y a des outils. Ce n'est pas ce qui est compliqué, mais le plus important pour nous, c'est à un moment donné, vous allez démarrer manuellement sans passer par Docker. Parce que quand vous démarrez manuellement sans passer par Docker, vous allez commencer à avoir la complexité un peu de la chose. Et par la suite, vous allez pouvoir utiliser Docker. Bon, après, on va faire une application. Alors, comment travailler des microservices basés sur Kafka? Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez créer un consumer avec Kafka, avec Spring, eh bien, vous créez une méthode, par exemple ici une méthode onMessage, dans laquelle vous utilisez la notation Kafka Listener. Vous voyez donc Kafka Listener, qu'est-ce qu'il fait? Topics. On va écouter quel topic? Test topic. Ça veut dire ici vous créez un consumer qui fait un subscribe vers un topic qui s'appelle test topic. Dès qu'il y a un message qui arrive vers test topic, cette méthode va s'exécuter. Je vais recevoir le message. Alors le message, il est de type consumer record. Et si je reçois un message, ben, je peux afficher la clé et la valeur. Parce qu'un message
Kafka, un message, il se compose de deux parties. Il y a key et value. Clé, valeur. Donc, key value. Alors ici, donc, vous voyez, ça c'est comment créer un consumer. Ça c'est un consumer. OK? Si vous voulez créer un producer comme GMS, il suffit d'utiliser une interface qui s'appelle Kafka Template. Alors, quand Kafka Template, il faut juste préciser la clé du message, il est de quel type, par exemple entier, et la valeur, il est de quel type. Et donc, si vous voulez envoyer un message vers un topic, il suffit d'utiliser Kafka Template.send, le topic, ici le topic c'est test topic, et le message. Dans notre cas, le message, c'est un string. Et ce message-là va être envoyé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je reçois une requête HTTP avec GET. Je reçois un message et je vais le publier dans un topic Kafka. Et comme j'ai ici un consumer qui attend, ça veut dire que le message que je vais envoyer là, je vais le recevoir ici. C'est ce que vous voyez là. Okay. Donc la même chose. Si par hasard oui? Si par hasard le consumer n'est pas démarré, comment on peut consulter les messages publics, bien les messages qu'on a dans notre topic? Si on veut voir les messages qu'on a dans notre topic, ils sont déjà envoyés, mais le consumer n'est pas encore consommé. Ben, si vous voulez le voir, vous allez lancer le moyen sur ligne de commande. Vous utilisez Kafka Consumer. Alors. Kafka Console Consumer. Et vous mettez le nom de votre topic et après vous allez voir ici vos messages. Si vous mettez from beginning, vous allez voir tous les messages qui se trouvent dans votre topic. Okay. Alors ça c'est sur ligne de commande. Si vous voulez avoir une interface, etc., ben, il faut chercher une interface qui permet une interface web qui permet d'administrer Kafka. Donc ça, il y a des outils qui permettent de faire ça. Mais je préfère que vous utilisiez sur ligne de commande parce que c'est comme ça que vous pouvez administrer facilement les choses. OK? Bon, alors ça c'est le dernier point. Et le dernier point, j'ai que 7 minutes et après on va s'arrêter. Alors, maintenant, regardez bien. Vous avez vu avec Spring, vous avez vu que, par exemple, pour consommer un message GMS, on utilise la notation GMS Listener. Pour envoyer un message vers un broker GMS, on utilise GMS Template. Mais si vous travaillez avec Kafka, vous allez utiliser Kafka Listener, Kafka Template. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais il y a un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? C'est que le code que j'ai créé là, les annotations dépendent des brokers. C'est-à-dire, supposons que j'utilise Kafka, à un moment donné, je voudrais utiliser RabbitMQ. Est-ce que ça va marcher? Non. Je dois changer le code. Je dois changer les annotations. Alors, juste il y a un petit point que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Regardez, Kafka Listener, vous avez topic et vous avez quoi? Regardez. Groupe. Ça, c'est très important parce qu'un consumer doit appartenir à un groupe. Donc, le groupe, c'est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, il va utiliser un groupe par défaut. Mais vous précisez toujours le groupe. Pour ne pas tomber dans un problème que vous allez rencontrer, c'est quoi? C'est que par erreur, vous avez démarré plusieurs consommateurs dans le même groupe. Dans votre machine. Vous envoyez un message et vous regardez si vous voulez voir est-ce que le message a été reçu. Vous voyez rien. Une autre personne. Parce que vous surveillez que l'application. Vous envoyez un deuxième message, vous voyez qu'il arrive. Le troisième message, il n'arrive pas. Le quatrième, il arrive. Alors vous n'allez rien comprendre. Vous allez comment ça se fait? Alors il faut comprendre tout simplement que dans votre système, il y a un autre consumer qui porte le même nom du groupe. Et comme ils appartiennent à deux groupes, ça veut dire que quand il y a un message qui arrive, le message va être distribué. Parce que quand on est dans le même groupe, on est plutôt dans quelle logique? Queue, et non pas topic. Donc c'est pour cela que quand vous faites un consumer, il ne faut pas oublier ça. Il faut bien connaître les noms de vos groupes. C'est clair? Bon, oui.
Là, quel que soit, supposons vous voulez utiliser par exemple topic, هذا سميه G1 ou l'autre سميه G2, G3. Vous donnez des groupes qui sont différents. Si vous voulez que ça soit dans le même groupe, vous mettez G1, G1, G1. Donc, sauf que il faut toujours spécifier groupe ID. Parce que Kafka, il est basé sur ce principe-là. C'est le consumer qui choisit dans quel groupe il appartient. Ok? À quel groupe il appartient. Alors maintenant, comme je disais, donc, les annotations Kafka Listener, GMS Listener, ça marche, mais il y a quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Spring? Spring, il a créé une API générique qui s'appelle Spring Cloud Streams. Spring Cloud Streams. Alors, avec le Spring Cloud Streams, eh bien, tout simplement, on va utiliser, c'est le même code qu'on peut utiliser aussi bien pour Kafka que pour RabbitMQ que pour GMS. C'est-à-dire, on ne va plus utiliser Kafka Listener, Kafka Template. On va utiliser d'autres annotations, mais l'avantage, c'est que ces annotations, elles vont fonctionner quel que soit le broker. Alors, c'est ce que vous allez faire dans l'activité pratique. Alors, l'activité pratique qu'on va faire, c'est ça. Vous allez démarrer Kafka Cluster. En fait, vous allez démarrer le broker. Et puis, vous allez tester avec Kafka Console Consumer et Kafka Console Producer au début pour tester. Et puis, on va créer un contrôleur. Alors, ce contrôleur-là, il va recevoir des messages à partir d'un navigateur web, une requête. Et quand il reçoit une requête, il va prendre ce message. Il va publier un message dans un topic Kafka. OK? Alors, les messages qu'on va gérer dans notre cas, c'est des messages de type page event. Donc, on va supposer qu'à chaque fois qu'on visite une page dans un site, on va publier un message dans un topic Kafka. Chaque page est définie par le nom de la page, l'utilisateur qui a visité la page, la date de visite de la page et la durée de visite de la page. Et puis, nous allons voir comment créer un consumer. Donc, ici, ça, c'est le producer et ça, c'est le consumer. Ça, c'est un microservice et ça, c'est un autre microservice. Et puis, nous allons voir comment créer ce qu'on appelle un pooler. En fait, un pooler, c'est un producer qui utilise un timer qui fait que chaque seconde, on va envoyer un message. On va faire un timer qui va faire que chaque seconde, il va envoyer un message vers un topic. Pourquoi on va produire un message chaque seconde? C'est pour créer un stream. Vous savez, comme l'autoroute. Chaque seconde, il y a un message qui arrive. Et comme on a un stream, nous allons faire du real-time stream processing. C'est-à-dire, on va utiliser Kafka Streams pour faire du data analytics. C'est ce qu'on va faire avec Kafka Streams ici. On va lire les messages et on va faire c'est-à-dire du data analytics temps réel, ce qui va nous permettre à la fin de produire le graphique comme ça, à la fin. On va produire un graphique qui change en temps réel. Donc, ce que vous voyez là, par exemple, en vert, c'est la page 1, P1. Ce que vous voyez là en rouge, c'est la page P2. Et ici, on va calculer la moyenne de visite des pages, P1 et P2. Et on peut voir ça en temps réel sur un navigateur. Mais qu'est-ce qui calcule les statistiques? C'est Kafka Streams. C'est-à-dire Kafka Stream, il est en train de faire du data analytics. Et puis, nous, on va essayer donc de voir comment pousser ces informations sur une interface web qui permet de créer un tableau de bord temps réel. Et tout ça, nous allons utiliser Spring Cloud Stream qui permet de faire les choses de manière très simple. Alors, vous allez voir que cette activité-là, c'est une activité quasiment que vous pouvez faire en 1 heure, 1 heure et demie, maximum 2 heures. Et il montre un peu globalement l'essentiel sur l'écosystème Kafka. Alors, sur Classroom, vous allez trouver la démo. OK? Donc, vous allez essayer donc chez vous de regarder, de comprendre comment démarrer Kafka, comment
créer un producer consumer. Et la prochaine fois, nous allons voir comment profiter de tout cela. C'est pour créer ce qu'on appelle les architectures pilotées par les événements. Mais l'objet de cette activité-là, c'est vraiment comprendre comment fonctionne Kafka et comment échanger les messages, comment utiliser Kafka Streams. Et après, par la suite, donc on va essayer de voir à travers des applications comment est-ce qu'on va profiter de tout cela. Il n'y a pas beaucoup de code à écrire, hein. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de code. Mais il y a beaucoup de concepts qu'il faut comprendre. Et tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, il est très important pour comprendre cette logique-là. Est-ce que c'est clair? Clair? Oui, monsieur. Oui. Oui. Alors, s'il y a une question par rapport à ce cours, donc sinon on va s'arrêter à ce niveau-là. Oui? Oui, Anna, j'ai Oui. Est-ce qu'il sera possible de partager avec nous le support des cours? Oui, oui, je vais le mettre sur Classroom comme d'habitude ce soir. Oui, merci. Ok. Voilà, donc à la semaine prochaine. Merci, monsieur. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, au revoir.